Bienvenue sur un nouvel épisode de Very Moi et aujourd'hui, c'est un nouvel épisode, une nouvelle formule, il n'y a personne sur le plateau, je suis en solo. Un petit peu intimidant, mais avec les conseils de Mathieu, que j'ai aussi intégré aujourd'hui à l'épisode, voir si c'est des questions pour moi, puis pour rendre ça un peu plus dynamique. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la gestion de crise. Sujet que on me parle souvent, sujet que un sujet que je côtoie aussi souvent dans mon entreprise. Et dans cet épisode, mon objectif, c'est de donner des repères clairs, des conseils et aussi des suggestions, des astuces d'experts, car j'aurai un expert professionnel dans le domaine, Michel Bisson, pour nous aider avec son expertise et son expérience au sein des entreprises en matière de gestion de crise. On va parler de comment reconnaître une crise, savoir comment garder son sang-froid. Est-ce que l'entreprise fait de l'évitement? Comment réagir quand il y a une crise? Les do and don'ts aussi. Quelques conseils au passage. Dans mon entreprise en gestion de projet, je vois beaucoup de situations où les entrepreneurs m'appellent pour trouver une solution à leur crise, souvent en ligne, où il y a des commentaires négatifs. Parfois aussi, c'est de l'insatisfaction des clients qui n'a pas été réglée, qui a un petit peu monté au fil du temps, où la situation bascule et là, il faut réagir. Et on ne se mentira pas, ce ne sera pas cachette, que souvent, il n'y a pas de plan de match établi, donc on est en situation d'urgence et en mode réaction, ce qu'il faut éviter en situation de crise. Donc, premièrement, le premier segment, ce serait de savoir comment reconnaître, premièrement, les signes précurseurs d'une crise. Et ça se fait très bien où il y a une hausse des commentaires négatifs en ligne. Il y a une baisse d'engagement au sein de vos plateformes. Il y a aussi peut-être une tension qui s'installe à l'interne auprès des employés. C'est tous des signes qu'il ne faut pas négliger, bien entendu, et qu'il faut prendre d'emblée, qu'il faut prendre par le taureau, par les cornes plutôt, et puis éviter de balayer ces signaux-là en dessous du tapis. Il faut vraiment trouver une solution puis établir un plan. Et le piège dans la gestion de crise, dans une crise, c'est vraiment de banaliser, de dire que c'est pas grave, de dire que c'est juste des commentaires négatifs, c'est pas des personnes qui vont attaquer l'entreprise, que toute situation à l'interne va se régler d'elle-même. Ce sont tous des potentielles petites crises qui peuvent éclater au grand jour et peut-être faire mal à la réputation de l'entreprise, que ce soit en ligne ou auprès des employés, sa réputation en général. Et faire un plan d'urgence, c'est définir des rôles et des responsabilités de chacun au sein de l'entreprise, à savoir qui répond, qui valide, qui décide. Et ça rassure les employés d'une part parce que il n'y a pas de vide. On a communiqué aux employés comment on allait gérer la situation de crise et même on peut en guillemets, j'aime dire, pré-communiquer, c'est-à-dire qu'on peut avertir les employés qu'on a vraiment un plan d'urgence en cas de crise. Super important. Et puis, même dans une petite entreprise, il faut clarifier qui prend les décisions, comme je disais, qui les communique. Parce que là, quand il va arriver une crise, tout le monde va vouloir bien faire, il va y avoir un sentiment de bienveillance de tout le monde va vouloir aider, mais principalement, la direction doit prendre en charge et déléguer qui fait quoi, où, sur quelle plateforme. Parce que le message qu'on va véhiculer sur la crise qu'on veut régler, donc la solution potentielle, c'est que le message doit être partout pareil sur les plateformes. C'est important de bien véhiculer le message et d'avoir préétabli, en fait, ce message-là qu'on veut partager. En situation de crise, ce qu'il faut éviter, c'est la confusion. Il faut vraiment être d'aplomb. Il faut savoir ce qu'on veut dire et à qui on veut le dire. C'est une ligne directrice. Il n'y a pas de secret ni de cachette quand on parle de gestion de crise. C'est vraiment d'être présent et de vraiment essayer d'être en avant de la vague, de prévoir. C'est ce qui est difficile à faire, j'en conviens, mais toujours est-il que les gens qui ont pensé à des crises, qui viennent en tête, qui ont mieux géré une crise, c'est ceux qui étaient en avant, qui ont répondu sans retard, qui sont peut-être même excusés sur la place publique rapidement. Donc, c'est là où le plan préétabli de la gestion de crise rentre en ligne de compte. C'est ça qu'on veut, des étapes claires, précises, concises, pour que, à la fin de la journée, la gestion soit contrôlée, que notre message, qu'il soit en ligne, à l'interne, à l'externe, auprès de fournisseurs, par exemple, soit contrôlé. Puis, il y a plein d'exemples qui viennent en tête, puis je sais que vous aussi, sûrement que vous en avez vécu, mais un des exemples que j'ai parlé d'ailleurs dans un des derniers épisodes, c'est au sein des magazines, où j'ai vécu une crise quand même importante, parce que
à l'époque, les magazines, comme j'avais 92 ans, là, à l'époque, les magazines étaient imprimés. Donc, et puis, dans l'impression, une mauvaise photo de la mauvaise joueuse de tennis avait été imprimée. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, sur les réseaux sociaux, bon, bien sûr, les médias s'emballent parce que le magazine a parlé d'une joueuse de tennis alors que, à l'impression, c'est une autre complètement. Et puis là, la tactique sur le moment, c'est de noyer l'information. Donc ça, c'est une des tactiques que les entreprises utilisent parce que, bon, à la fin de la journée, probablement que ta nouvelle va passer sous le tapis parce qu'il y en a d'autres nouvelles qui rentrent en ligne de compte, qui sont plus importantes, en guillemets. Donc, il faut gérer une crise en 24 heures. Ça, c'est un petit exemple. C'est pas un exemple majeur, mais noyer l'information, ça reste une tactique qui est potentiellement bonne selon le degré de la crise, bien entendu. Une petite question pour toi. Oui, Mathieu. Dans ton quotidien, toi, tu dirais que quel pourcentage la gestion de crise retrouve dans ton quotidien? Écoute, ça arrive sporadiquement. Bonne question. Ça arrive sporadiquement et je vais te dire, ça arrive jamais un beau lundi soir. Là. C'est pas là que ça l'arrive. C'est les clients qui appellent pour avoir une solution maintenant. Souvent, ces clients-là n'ont pas de plan d'urgence. Fait que je réponds, c'est sûr que je suis pas experte en gestion de crise. Fait que moi, ma qualité, c'est que je trouve des solutions vite, puis je vais peut-être trouver un expert pour peut-être valider mes dires auprès de l'entreprise, mais ça va arriver sporadiquement. Puis je te dirais que c'est jamais dans les moments où c'est calme, là. C'est toujours dans des grosses périodes que tout éclate, honnêtement. C'est dans les périodes, dans les fortes saisons, c'est ça que j'appelle. Fait que je sais que en septembre et décembre, là, je vais répondre à des crises parce que les gens sont plus actifs sur les réseaux sociaux. Il va y avoir de plus en plus de commentaires. L'entreprise va avoir aussi des changements au sein de sa structure, son organisation. Les employés à l'interne vont avoir peut-être des questions. Bon, à l'interne, il va peut-être avoir des petites tensions là, aussi. Donc, on essaie de régler ça, mais je dirais que c'est très sporadique, mais ça fait partie de mon quotidien annuellement. Bonne question. Bien, justement, en parlant de ça, structurer la communication, parce que quand les entreprises m'approchent, c'est pas le temps de leur faire le sermon, de dire bon, t'aurais dû faire un plan, t'sais, là, on est encore un petit peu à l'arrache, on est last minute, fait que c'est important de structurer quand une crise arrive. Fait que, quand il y a une première crise, d'habitude, j'en vis pas une deuxième, parce qu'on a établi un plan d'urgence. On a pris un temps, après que la crise soit terminée, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter? Difficile parfois, mais quand tu as un step back, là, tu peux, comme les signaux, tu les vois un peu plus quand tu as un petit step back. Et puis, d'établir, dans le fond, de valider le message qu'on veut passer. C'est quoi les plateformes? Parce que quand ça arrive, une crise, là, bon, tout le monde se, en guillemets, garoche partout. On veut partager le message, on veut que le message soit partout. Puis j'ai vu des entreprises mettre des milliers de dollars dans des ads pour partager un message qui, à la fin de la journée, ça n'a pas réglé la situation de crise. Ça peut même amplifier cette situation-là. Donc, il faut avoir... Moi, dans un plan d'urgence, avec les entreprises, ce que je fais, c'est que je divise en 2 créneaux, on va dire, ou une situation d'urgence externe sur les réseaux sociaux, sur la réputation de l'entreprise, puis le créneau où c'est plus interne avec les employés. J'ai 2 solutions différentes où, premièrement, d'un côté, on peut noyer l'information. On peut soit faire des excuses publiques. Est-ce que c'est nécessaire de faire? On pose toutes ces questions-là pour établir le plan d'urgence, puis après ça, en avoir un quand une crise arrive. Puis sinon, ben, avec les employés où l'on établit qui communique quoi, les ressources humaines sont impliquées, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est considéré comme une crise dans une entreprise? Qu'est-ce qui arrive on peut dire ça c'est une crise, ça c'est seulement une situation à gérer à l'interne qui n'a pas trop d'impact? Très bonne question, Mathieu. Ben, en fait, c'est que dès que c'est je vais prendre pour plus mon compte, là, quand c'est à l'externe sur les réseaux sociaux, dès que ça touche la réputation de l'entreprise, c'est une crise. On ne parle pas de petits commentaires négatifs, de petits trolls sur les réseaux sociaux. Il faut les prendre en considération quand même, il faut valider. Okay. Si on en a de plus en plus, s'il y a une hausse de commentaires négatifs, peut-être qu'on fait quelque chose dans notre message qui n'est pas validé là, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut revoir peut-être sa stratégie numérique. Mais une crise est considérée, quand ça touche la réputation de l'entreprise, c'est là où il faut agir. Il ne faut pas être en mode réaction. Tu as ton plan d'urgence et tu réagis, tu adresses la situation.
Ça répond à ta question. Oui. Fait que dans le fond, il faut aligner les actions avec les paroles. C'est super important. Donc, le message qui va être véhiculé, qu'on veut dire à la population ou à nos abonnés sur les réseaux, doit être aligné avec nos valeurs. Ce qu'on va projeter aussi par la suite, parce qu'il y a une crise, mais il va y avoir aussi une post-crise. Donc, il faut continuer à aller dans le même sens, de ne pas revenir dans nos vieux patterns, admettons, parce que nos auditeurs, nos followers, nos abonnés vont nous avoir dit, par les commentaires, les reviews, etc., on va avoir un peu le pulse de la crowd qui nous suit. Excusez, j'ai tellement d'anglicisme. On peut voir un peu plus comment jauger un peu les abonnés en regardant ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Donc, oui, je trouve ça important de toujours analyser les commentaires, mais sans en faire une maladie. Puis, il faut aussi avoir le regard un peu step back pour dire, OK, c'est pas... on peut pas répondre à tous les commentaires négatifs non plus, mais il faut jauger qu'est-ce qui est bon de répondre. C'est le gros bon sens à la fin de la journée qui aide une gestion de crise, qui aussi nous fait valider les signaux qui sont-ils pertinents ou non si une crise s'en vient. Fait que donc, juste pour venir avec nous aligner nos actions, c'est d'éviter les contradictions, les messages improvisés, les réponses aussi improvisées tac au tac. On en a vu beaucoup ces derniers temps sur les réseaux sociaux où des politiciens répondent tac au tac sur des pages Spotted ou des autres. Ça, j'éviterais parce que souvent, le message, s'il n'est pas très aseptisé, en guillemets, va être mal pris. Fait que tu dises blanc ou noir dans ce genre de contexte-là, ça peut vraiment te revenir plus en négatif et, bien entendu, faire mal à la réputation de l'entreprise ou de la personne, etc. Donc ça, on évite les excuses en retard aussi. Souvent, des excuses en retard, comme on l'a pu voir avec Air Canada récemment, le président qui était unilingue, qui essaie d'apprendre son français et qui très tardivement s'est excusé de ne pas avoir fait une allocution en français. C'est des coups d'épée dans l'eau. C'est ce que j'appelle des coups d'épée dans l'eau. Le temps est compté quand il y a une crise. Il faut vraiment être en mode on agit maintenant. Donc, le bon réflexe, c'est de centraliser l'information, puis après ça, faire ce qu'on dit en parole. Potentiellement, c'est pas mal ça. Parce qu'en moment de crise, un mauvais message peut faire autant de mal que pas de message du tout. Et l'inverse, c'est aussi. C'est toujours un équilibre à savoir qu'est-ce qu'on veut dire, qui on veut le dire. Je ne le dirai pas assez souvent. Puis il faut s'établir le message sur des faits. Si on veut faire un message public, des faits, pas d'émotions, vraiment garder les émotions de côté pour pouvoir arriver avec un message clair, précis, mais surtout qu'il n'y a pas de chance d'être attaqué de d'autres angles. Une chose aussi que les entrepreneurs font pas, parfois, c'est de prendre des décisions rapidement. Et ça veut dire qu'ils suranalysent la situation, puis c'est pour ça que des fois, les messages, les excuses sont un petit peu en retard, mon humble avis encore une fois, parce que les gens prennent du temps à répondre et à suranalysent la situation. Alors des fois, avoir un expert avec nous, quelqu'un qui est objectif, nous aide à aligner nos actions pour pouvoir, déjà dédramatiser la situation, créer un sentiment de rapidité où il faut répondre à la crise avec clarté, puis on doit être capable d'évaluer la situation, les faits, pas d'émotion, répondre rapidement, choisir une direction où l'expert va venir en ligne de compte justement pour peut-être réviser cette direction-là, puis agir, ajuster, etc. Donc, une bonne décision imparfaite, ça vaut parfois pas de message du tout. Quand je parlais d'équilibre tantôt, puis de savoir où on jauger la situation, c'est pas mal là qu'en gestion de crise, il y a comme pas de mauvaise puis de bonne réponse, je dirais, selon la crise, là. C'est sûr que la mauvaise réponse, c'est de faire de l'évitement, je pense. Je sais pas, j'ai hâte de parler à notre expert Michel pour savoir s'il va valider mes dires ici, mais je pense que au final, pour nous aider, il faut se baser sur des faits, consulter les bonnes personnes, les experts, fixer des objectifs clairs, précis, de quoi notre message va parler, où il s'en va, puis c'est à qui on parle. Pour l'occasion, j'ai invité un expert sur mon podcast pour en parler davantage. J'avais 3 questions précises pour lui. C'est un ancien client d'ailleurs, Michel Bisson, qui est président de IDEA Stratégie. Michel a travaillé et mentor aussi, a travaillé de nombreuses années avec beaucoup d'entreprises
au sein de leurs opérations pour les aider en gestion de crise interne, externe, etc. Donc aujourd'hui, je reçois Michel par téléphone sur le podcast pour en parler davantage. Bonjour Michel! Bonjour, comment vas-tu? Hey, ça va bien Michel, je suis bien contente que tu puisses être sur le podcast aujourd'hui. Oui, moi aussi, c'est le fun. Merci de l'invitation. On a fait appel à toi parce que tu es un expert. On a travaillé ensemble. D'ailleurs, Michel, tu as été un de mes premiers clients. Il fallait que je le mentionne aussi. Et puis aujourd'hui, parmi les questions que j'ai à te poser, Michel, sur la gestion de crise, premièrement, j'aimerais savoir quel est le premier réflexe à adopter dans les premières minutes d'une crise? Premièrement, c'est de faire l'état des lieux rapidement. Ce qui est critique, c'est d'identifier quels sont les problèmes rapides qu'on peut régler. Quels sont les problèmes plus structurels qui est essentiel de régler maintenant? Puis qu'est-ce qu'on peut retarder à plus tard pour vraiment décider ce qu'on va faire puis ce qu'on ne fera pas? Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de sauter sur le premier problème ou de régler le problème de la personne qui crie le plus fort. Pour réussir à faire ça, qui n'est pas toujours évident, puis il faut être quand même rapide parce que le temps compte. Moi, j'appelle ça la tactique des 3 souhaits ou de la baguette magique. OK. Je fais le tour de l'entreprise sur 1 ou 2 rencontres des différentes fonctions, puis je pose la question aux gens, OK, mettons que tu as 3 souhaits, là. Oublie si c'est facile, pas facile, j'ai déjà essayé ou ça va coûter trop cher, mais 3 souhaits qui régleraient tes 3 principaux problèmes, ce serait quoi? Quand tu as parlé à 7 ou 8 personnes de départements différents, c'est assez clair habituellement ce sur quoi travailler. Fait que ça évite de rentrer dans un paquet d'analyses ou des outils qui vont te donner des détails de toute façon beaucoup trop précis. Parce qu'en gestion de crise, il faut savoir au départ ce que je vais à gauche ou je vais à droite. Éventuellement, on décidera si on va un petit peu plus à droite ou un petit peu moins à droite, mais on n'est pas là. Fait que ça, c'est, je dirais, le premier point critique. La façon dont je l'attaque habituellement. Puis juste pour faire un peu de chemin sur ta réponse, comment on fait, mettons, pour pas être en réaction? Je trouve que des fois, les gens sont beaucoup en réaction au lieu de juste prendre peut-être un step back puis d'adresser la situation. C'est un bon point, ça. Ce que je dis aux gens avec qui je travaille, c'est qu'actuellement, vous êtes passez l'expression dans la chenoute, là? Oui. Par-dessus les oreilles. Oui. Fait que vous spinez dans le beurre 50 heures semaine ou 45, ça ne change rien. Donc, libérez-vous 5 heures par semaine pour qu'on adresse les priorités qui vont vous libérer 2 heures la semaine prochaine, puis celles qui vont vous libérer un autre 2-3 heures. Mais c'est là où il faut dire, j'ai pas le choix de continuer d'être dans l'urgence parce que les feux sont là puis je dois les éteindre. Mais je vais vraiment me libérer et me bloquer dans l'agenda 3-4 heures par semaine pour là, me mettre en mode amélioration, mais en targetant les éléments qui vont me libérer du temps le plus rapidement puis qui vont éteindre plusieurs fois en même temps. Donc, les gens avec qui je travaille, s'ils ne sont pas disponibles pour bloquer 4 heures par semaine de temps, pour moi, ça veut dire qu'ils ne sortiront jamais de l'urgence. Puis en même temps, ils doivent traiter les urgences. Je ne peux pas leur dire on va aller 2 jours en retraite pour discuter pendant que le feu est pogné dans la maison. Non, il n'y a personne qui va écouter. De toute façon, ils vont être stressés. Et puis, Michel travaille, je ne dirais pas le nombre d'années, là, parce que je ne veux pas te mettre sous le spot. Plusieurs années. OK. Plusieurs années. Avec de nombreuses entreprises, ce serait quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois? C'est que les gens, souvent vont faire trop d'analyses avant de bouger. OK. Puis ça, il y a 2-3 erreurs fréquentes. Donc ça, c'en est une. Puis moi, j'appelle ça la théorie des pleurs d'oignon. Là. OK. Ça ne sert à rien de faire des analyses à pu finir pour savoir exactement comment régler, être dans le cœur de l'oignon quand on devrait juste s'attaquer à la première pleure. Donc, on vient au principe de Pareto. 20% d'efforts, 80% d'énergie. Donc, identifions ce qu'il faut faire dans une première passe rapidement, 20% d'efforts, 80% d'énergie. Puis éventuellement, on regardera dans l'entreprise puis dans le contexte où elle est, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment, vraiment parfaitement. Puis qu'est-ce que dans le fond, avec Pareto, on a réussi à faire acceptable. Puis là, on verra dans quel élément de la business on a besoin d'aller dans le cœur de l'oignon. Fait que parfois, on se rend compte que le cœur de l'oignon, ça va être la stratégie marketing.
la publicité réseau, ou dans d'autres cas, ça va être les changements d'outillage rapides dans l'usine. Mais ça, on y arrivera plus tard. Assurons-nous que la première plure est bonne partout, puis après ça, on rentrera dans la deuxième plure où on a besoin, puis éventuellement dans le cas. L'autre élément critique, c'est que les gens souvent refusent de voir la réalité. Yeah, ça c'est vrai. Fait qu'ils se font des plans en fonction d'un champ de bataille qui n'est pas le vrai. Oh. Fait que c'est sûr que le plan ne marchera pas. Fait que ça prend le courage de dire, OK, cette personne-là, dans mon équipe, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un qui a 30 ans d'expérience ou qui est vraiment capable de résister au stress, mais c'est pas le cas. Fait que, si elle est capable de faire un bout, ben respecte ce qu'il est capable de faire, puis donne-lui une tâche que tu es sûr qu'elle va bien faire. Plutôt qu'en donner 3 fois trop, puis là, ben ça va aller tout croche, ton plan ne marchera pas, tu vas avoir perdu du temps, tu vas avoir perdu de la crédibilité avec ton équipe. Donc, vraiment, d'accepter la réalité des faits puis d'agir en conséquence. C'est drôle que tu dises ça parce que je travaille à petite échelle dans les entreprises, dans les opérations plus du côté numérique, puis souvent, dans une retraite, dans une conférence ou dans un meeting, je dis souvent, il faut sortir de notre monde de licorne. Ça t'arrive-tu, ça, Michel? Oui, exactement. C'est exactement ça. Là. Donc, peu importe comment on est intelligent ou comment on va analyser ou l'expérience qu'on a, si on n'accepte pas la réalité puis qu'on fait un plan qui n'est pas en fonction de la réalité, ben les chances de succès sont très, très, très faibles. Plan de match, il y en est pour beaucoup, je pense, là-dedans aussi, dans la gestion de crise, ça, c'est sûr. Puis, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur ou une petite entreprise qui n'a pas d'équipe de communication, qui sont plutôt à petite échelle pour gérer une crise efficacement? Bien, premièrement, c'est de voir est-ce que c'est une crise interne ou externe. Si c'est une crise interne, habituellement, les plus petites compagnies sont capables de le gérer à l'interne s'ils prennent le temps de réfléchir et de s'arrêter. Puis à ce moment-là, le conseil que je donnerais, c'est d'être transparent quand même avec les gens sur l'état de la situation. Des fois, de mentionner les actions, le genre d'actions qu'il va falloir prendre ou l'effort qu'il va falloir donner pour rationaliser les dépenses, ces choses-là. Puis de gérer les attentes avec eux sur les délais que ça va prendre pour le régler, tout ça pour être transparent, puis que les gens aient leur juste. Puis au final, les gens avec qui on travaille, c'est pas des imbéciles. Si on leur donne pas leur juste, eux-mêmes vont se faire leur propre hypothèse. Puis on regarde un peu la communication, ben la nature a horreur du vide. Donc si on n'occupe pas l'espace, puis on ne la nourrit pas correctement, ben ça va être la machine à rumeurs qui va rouler ou ce genre de choses-là. Puis ça, c'est pas productif pour les entreprises. Pour ça, je pense qu'il faut que les employés savent qui décide, qui met en place, puis de bien communiquer les étapes justement en place, parce que sinon, comme tu dis, la machine à rumeurs part, puis là, ben c'est très difficile à contrôler. Exactement. Si c'est une crise qui a un impact externe, donc une visibilité externe, ce que je mentionnerais, c'est habituellement, c'est beaucoup plus complexe. Puis surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de tout de suite sauter dans l'action puis essayer de gagner une bataille sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment, vraiment pas la bonne méthode. Donc, si c'est le premier réflexe que je suggérerais, c'est de répéter sous un autre format la même chose qu'on veut dire, un peu comme les politiciens sont très bons à répondre toujours la même chose, peu importe la question. Oui, c'est vrai. Donc, de prendre un peu cette stratégie-là, là, si on voit que ça va être un débat de sourds, entre guillemets. Si on voit que ça calme pas le jeu, ben, je suggérerais à ce moment-là probablement d'impliquer une firme spécialisée en relations publiques. En relations publiques. Là. Bon, il y a des grandes firmes là, qui sont connues à Montréal. Puis à ce moment-là, de les impliquer tôt. Parce que c'est un peu comme un litige avec un avocat. Tu sais, t'es mieux de t'asseoir avec ton avocat pour discuter d'une situation problématique avant que ça éclate qu'après. 100%. Parce qu'une fois que ça a éclaté, ça coûte énormément plus cher. C'est énormément plus compliqué à solutionner correctement. Donc, c'est la même chose avec les relations publiques. Si on fait un paquet de déclarations, entre guillemets, hors contrôle dans les réseaux sociaux, puis une fois que il y a plein de dégâts partout, puis que ça a volé tout croche, puis on dit à un spécialiste en relations publiques, puis tu venais m'aider, il doit faire OK, mais là, c'est un vrai... C'est chaotique, mais oui. C'est chaotique, puis là, ça va être énormément plus difficile, énormément plus coûteux.
Puis les chances de succès, peu importe comment la firme est bonne, il y a des dégâts qu'elle ne pourra pas réparer. Donc, impliquer un professionnel quand c'est le temps, au bon moment. Très bon conseil, Michel. Puis, je te relancerai aussi parce qu'on a sur Very-moi une boîte vocale, le 877 Very-moi. Puis, on a une question assez pointue, mais j'ai le sentiment que tu as un peu répondu avec ta réponse, mais j'aimerais quand même t'entendre sur celle-ci. Je la fais jouer à l'instant. Bonjour, ma question pour vous aujourd'hui est la suivante. Alors, quand le contenu négatif provient de sites très forts comme des médias ou Reddit, quelle stratégie utilisez-vous pour évaluer avec ce niveau d'autorité? Merci beaucoup. Effectivement, donc, la première chose, je pense, c'est vraiment important de répondre. Parce que si on fait juste ne pas répondre, bien, on laisse la place à interprétation de tout le monde, de dire, bon, ben, ils ne répondent pas, donc essentiellement, ils ont tort. Donc, si je reviens un peu à ce que je disais, je répondrais essentiellement la même chose que peut-être qui aurait déjà été dit, ou je formulerais une réponse claire, factuelle, objective, qui n'est pas dans l'émotion, très, très, très important, qui permettrait normalement de rallier une partie de l'auditoire sur, bon, ben, il y a une réponse, il y a un point dans Reddit qui a peut-être été exprimé avec énormément d'émotion. Là, on voit l'entrepreneur qui prend la balle, qui répond calmement, logiquement, avec des faits. Donc ça va permettre de mettre le couvert, entre guillemets, sa marmite pour une partie de la problématique. De toute façon, je pense que l'évitement, c'est jamais une réponse, là. C'est jamais la bonne solution, là. Non, exactement. C'est bien formulé, là. C'est vraiment ça, là. C'est jamais une bonne méthode d'évitement. Après ça, si la personne revient avec plus de véhémence ou veut rentrer dans un débat, c'est là où il y a comme deux options possibles. Soit offrir de communiquer personnellement avec la personne, mais si la personne est en mode agressif, ça ne donnera rien. Si on sent que la personne est en mode de vouloir comprendre puis ouvrir une porte privée pour une discussion, mais ça, il faut être prudent quand même. Ouais. Puis si ça a l'air amené vers de quoi d'explosif, ben c'est là que je reviendrai à avoir les conseils d'un professionnel en relations publiques pour regarder comment traiter le dossier. Tout à fait. C'était d'excellents conseils, Michel. J'apprécie beaucoup que tu sois passé à mon podcast l'espace d'un épisode. Peut-être un futur collaborateur, qui sait? Ben, en tout cas, je te remercie beaucoup. Ça a vraiment été le fun. Fait que, merci beaucoup pour l'invitation. Bonne journée, Michel. Je te laisse à tes nombreux rendez-vous et on est on target pile poil. Parfait. Bye. Bonne journée. Bye-bye. Alors, merci d'avoir été sur cet épisode, une nouvelle édition plus solo cette fois-ci. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, page Facebook ou Instagram. Sinon, laissez-nous votre commentaire au 877 Very-moi. À une prochaine fois!